Alors, quand on parle d'auteur entrepreneur, hein, de quoi parlons-nous avant d'entrer dans le vif du sujet avec les 4 éminents invités que j'ai à mes côtés, je vais vous brosser un petit panorama de ce qu'on sait aujourd'hui des profils et du marché du livre issu de l'édition indépendante, de l'auto-édition. Donc déjà, qui sont ces auteurs? On n'a pas beaucoup de chiffres, mais on commence à en avoir quand même certains. On sait qu'il y a une étude aux États-Unis qui a été faite, mais globalement, quand on parle en France, on voit qu'on a à peu près le même profil de gens qui s'intéressent à l'écriture et qui ont envie de se faire publier. Donc on a à peu près 65% des auteurs auto-édités ou auto-publiés qui sont des femmes et 35% des hommes. Près de 2/3 de ces auteurs indépendants sont âgés entre 40 et 60 ans, avec 27% qui ont plus de 61 ans. Donc c'est assez intéressant de voir quel profil se dépeint au travers de ça. Et la moitié de ces auteurs ont un emploi à temps plein. Donc ils savent, on commence à répondre un petit peu à la question de ce soir. Et 32% ont un diplôme et 44% ont un diplôme supérieur. Ça, c'est pour vous tracer un petit peu le portrait de l'auteur indépendant tel qu'il se dessine aujourd'hui. Au niveau du marché, on n'a quasiment pas, ou pas du tout, vous me direz si je me trompe, mais de chiffres sur le marché de l'autopublication en France. En Angleterre, on a quelques chiffres. On sait que par exemple, 18 millions de titres auto-édités ont été achetés par les lecteurs en 2013 pour une valeur totale de 59 millions de livres sterling. Donc c'est pas neutre, évidemment par rapport au marché global du livre, c'est pas énorme, mais c'est quand même ce qu'on appelle un marché. Aux États-Unis, en 2013, il y a eu plus de 458 000 titres différents qui ont été publiés par des auteurs de façon indépendante. Et 27% des ventes des best-sellers numériques aux États-Unis sont issus de titres publiés en indépendant par des auteurs. Donc, on a un exemple qui est quand même énorme. Alors évidemment, ça va faire sauter tout le monde, mais je le dis quand même. On a quand même une auteure indépendante qui s'appelle E.L. James, qui a publié la fameuse trilogie 50 Shades of Grey, qui était une auteure indépendante au départ, qui est ce qu'on appelle maintenant dans le monde de l'édition une machine à cash. Et en 2013, elle a généré à elle toute seule, plus après l'éditeur qui l'a raccroché, plus de 33 millions de livres sterling pour sa trilogie 50 Shades. Donc vous voyez, quand on parle de notre sujet de ce soir, on a quand même des éléments qui sont assez percutants aujourd'hui. En France, donc je le disais, on n'a pas beaucoup de chiffres, hein. On a plutôt des chiffres un peu tristounes, notamment un auteur gagne en moyenne 6 000 € par an. Donc tout de suite, ça fait moins rêver. Encore les bonnes années. Et encore les bonnes années. Et pas plus, et en général, ils ne sont pas plus rémunérés de 10% quand ils passent par un éditeur au niveau de leurs droits d'auteur. Donc il faut vendre beaucoup de livres pour être très riche. À part ça, moi j'ai donné des cours de Gobelins justement parce que les Gobelins s'intéressent énormément à l'auto-édition. Et on a plusieurs, et donc à mes étudiants, j'ai essayé de leur tracer
des profils, on va dire des typologies d'auteurs indépendants, parce qu'il y a plein de typologies différentes. Donc je leur ai donné des petits noms, histoire de simplifier un peu les choses. Donc on a l'auteur solitaire. Donc l'auteur solitaire, c'est un auteur classique qui publie un livre entièrement seul, en papier, en numérique, les deux, parfois. Il écrit, il conçoit sa couverture, il s'inscrit sur les plateformes de diffusion et distribution, il fait son marketing, il fait son buzz, et il espère vendre un livre, au moins un jour. Et nous lui souhaitons qu'il en vendra beaucoup. L'autre typologie d'auteurs, ce sont les auteurs accompagnés à la carte. L'auteur, il écrit son livre et il décide de se faire accompagner sur certains points de la mise en route de son livre. Donc il peut se faire aider sur la fabrication de l'e-pub si c'est un livre numérique par exemple, sur la distribution, sur la mise en ligne dans les différentes librairies, sur le marketing et la communication. Il y a des auteurs qui choisissent de se faire accompagner sur un pan de cette facette, et puis il y en a d'autres qui disent non, moi je veux être accompagné partout parce que moi mon métier c'est d'écrire. Ce que je veux c'est écrire et j'ai pas envie de m'embêter à faire plein d'autres choses. On a aussi les auteurs qui veulent juste se faire connaître, c'est-à-dire qu'ils écrivent et puis ils s'appuient sur des plateformes, on en a plein aujourd'hui qui existent même en France, dédiées et qui vont lui permettre d'aller à la rencontre de lecteurs. En général, le livre est gratuit, il est en lecture gratuite, et en fait, l'auteur, il ne veut qu'avoir des feedbacks de la part de lecteurs pour savoir s'il se trompe ou pas de chemin. Et ça, souvent, ça rassure les auteurs, et souvent, on remarque aussi qu'ils publient comme ça gratuitement, ensuite, ils remanient leur manuscrit et ils le publient dans des librairies numériques, bien souvent. On a l'auteur qui est accompagné uniquement dans la distribution. Pourquoi pas? Donc il écrit, il s'occupe de son marketing, il s'occupe aussi de créer sa couve, de faire tout le design, les mises en page et tout, et puis il est uniquement distribué. Et puis on a un auteur qu'on oublie un peu souvent, que j'ai appelé l'auteur solitaire cross-média. Alors l'auteur solitaire cross-média, qu'est-ce qu'il fait? Globalement, il fait comme les autres auteurs, il écrit, il se consacre beaucoup à son écriture, il conçoit sa couverture, il s'inscrit sur des plateformes de publication, il fait son marketing, il fait son buzz, il fait sa com, mais son livre est un peu différent, et moi j'y tiens beaucoup parce que je pense que c'est un pan de l'édition qui est important aujourd'hui, qui n'est pas assez reconnu mais qui est important. Il y intègre des contenus enrichis, c'est-à-dire des sons, des vidéos, des animations, des choses diverses et variées. Et donc, cette dernière typologie d'auteurs, je les ai appelés les auteurs solitaires cross-média. Donc, dans tous les cas qu'on a vus là, j'espère que je ne suis pas trop longue, l'auteur entreprend quelque chose. Et nous allons pouvoir entrer dans le vif du sujet. Pour aller plus loin ce soir avec nos 4 invités, donc je vais vous les présenter. Laurent Bettoni, qui est ce qu'on appelle un auteur hybride. Il mise à la fois sur la publication via des maisons d'édition. Vous avez été édité chez Robert Laffont, chez Hachette, et sur l'autopublication. Et vous êtes très actif dans la promotion de vos livres, et vous allez nous en parler. Le dernier livre que vous avez publié s'appelle Mauvais garçon, il est paru chez... Rien à voir avec moi, chez Don Quichotte. Chez Don Quichotte, voilà. Notre deuxième invité est aussi un auteur, donc un autre profil. C'est Jean-Baptiste Gendarme. Bonsoir. Vous êtes directeur de la revue littéraire Décapage et vous êtes auteur de nombreux romans, notamment publiés chez Gallimard. Et vous avez écrit récemment Splendeur et misère de l'aspirant écrivain chez Flammarion. Et je pense qu'on a pas mal de choses à se dire justement ce soir aussi. Stéphanie Bacon. Donc, vous êtes consultante en communication, enfin un petit peu le même métier sous certains angles. Vous êtes spécialisée dans tout ce qui est communication digitale et spécialisée dans le marché du livre. Et vous accompagnez notamment les auteurs dans la construction de leur présence sur Internet, afin qu'ils créent leur communauté, ce qu'on appelle la communauté, qui est très importante aujourd'hui dans le monde que nous vivons, dans le monde du livre.
Nicolas Francanet, vous êtes un des acteurs pionniers, on va dire maintenant presque, de l'édition numérique. Vous avez créé Storylab il y a à peu près 4 ans, 5 ans. 5 ans tout juste. 5 ans, voilà. Vous êtes un éditeur 100% numérique et vous lancez, là pour le Salon du Livre, une plateforme qui s'appelle Iggybook et qui est une plateforme de promotion, d'édition et de vente de livres dédiés aux auteurs, qu'ils soient publiés de façon indépendante ou chez des éditeurs. Exact. Donc là aussi, on va pouvoir apprendre beaucoup de choses. Mais d'abord, je voudrais parler aux auteurs, parce que c'est vous les auteurs entrepreneurs, hein, ou les auto-auteurs entrepreneurs. Et entreprenants. Ouais. Donc Laurent, vous êtes, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire un auteur hybride. Vous êtes à la fois dans l'édition traditionnelle et à la fois vous travaillez de façon complètement indépendante sur certains de vos livres. Pour vous, comment un auteur aujourd'hui, qui soit publié par un éditeur ou pas, comment il peut émerger? Alors c'est très intéressant de distinguer les deux cas de figure comme vous venez de le faire. D'un côté, il y a les auteurs qui sont publiés par des éditeurs dits traditionnels, et de l'autre, donc, il y a les auteurs indépendants. Alors, premier cas de figure, quand on est j'ai la chance d'être les deux à la fois, d'où mon qualificatif d'hybride en fait. Hein. J'ai à peu près autant de livres, enfin non, maintenant j'en ai un petit peu plus, de livres publiés donc chez des éditeurs dits traditionnels, que de livres publiés en indépendant. Alors, quand on est un auteur publié dans une maison d'édition dite traditionnelle, il y a une observation qui s'impose assez vite, c'est que dans l'édition comme ailleurs, en fait, on prête qu'aux riches. Hein. C'est-à-dire que si malheureusement vous n'avez pas la chance chez un éditeur dit traditionnel d'être un de ses auteurs stars ou un best-seller, ben c'est pas sur vous que l'éditeur mettra de l'argent pour votre promotion. Alors il va vous dire qu'il vous donne un avaloir et que c'est déjà pas si mal, il va vous dire qu'il vous paye un graphiste pour faire la couverture et que c'est déjà pas si mal, qu'il vous paye un correcteur pour corriger vos fautes d'orthographe et que c'est déjà pas si mal, et que de temps en temps il vous paye en plus une attachée de presse pour faire votre promo et que c'est déjà pas si mal. Sauf que quand on regarde d'un petit peu près ou quand on a un petit peu l'habitude, moi j'ai publié mon premier roman chez Robert Laffont en 2005, donc ça fait 10 ans. C'est un milieu que je connais très très bien. Maintenant je suis en plus passé de l'autre côté du miroir puisque je suis directeur éditorial chez La Bourdonnais. Vous voyez, j'ai vraiment beaucoup de casquettes, mais ça me permet de parler d'un petit peu de tout, et je crois de manière objective. On se rend vite compte que l'attachée de presse, quand elle s'occupe de vous dans une maison d'édition, souvent la pauvre n'a pas d'autre recours que d'envoyer des services de presse aux journalistes qui s'empresseront de les revendre le lendemain sur eBay ou sur Amazon, que le graphiste, bah oui, c'est la moindre des choses quand on est chez un éditeur d'avoir quelqu'un qui va travailler un petit peu sur votre couverture, qui est quand même le premier contact entre le lecteur et votre livre, et que, ma foi, publier un livre débarrassé de ses fautes d'orthographe, c'est aussi la moindre des choses. Donc, on se rend compte assez rapidement, quand on est un auteur lambda d'une maison d'édition, petite ou grande d'ailleurs, plus dans une grande maison d'édition évidemment, que quand c'est pas vous la star, ben c'est très difficile d'être visible et de toucher votre lectorat, indépendamment de la qualité de votre texte. C'est pas forcément le meilleur texte qui touche le plus de lectorat, mais voilà, c'est un fait. Alors, qu'est-ce qui vous reste à vous pour essayer de vous faire connaître, pour essayer de dire aux gens que vous avez peut-être écrit quelque chose qui va les toucher? Quand vous êtes chez un éditeur, pas grand-chose. J'ai déjà essayé souvent de proposer des idées à des éditeurs qui me publiaient, des idées marketing, des idées de communication, des idées de publicité, osons tous ces gros mots. Quasi toutes mes propositions ont été refusées parce que je ne suis pas du métier, parce que c'est l'éditeur qui sait, parce que, oui, il sait mais il fait rien. Alors quand on est publié comme ça dans une maison d'édition et que on n'a pas de visibilité, il n'y a pas d'autre solution que d'attendre qu'un jour la chance tourne, qu'un jour un des éditeurs de la maison d'édition décide de miser sur vous, qu'un jour, rien quoi en fait, voilà. Donc c'est un petit peu pessimiste, mais c'est comme ça. Et quand on est auteur autopublié, là, on peut se dire qu'on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Parce que pour le coup, toutes les fonctions, tous les outils de promotion que l'éditeur dit traditionnel va mettre à votre disposition ou est censé mettre à votre disposition dans une maison d'édition, là c'est à vous de les trouver, parfois de les inventer, et en tout cas c'est à vous de les utiliser. Alors, ça ne veut pas dire qu'on sait forcément tout faire. Ça veut peut-être dire que de temps en temps, il faut aussi déléguer à d'autres personnes.
attaché de presse, graphiste, correcteur, etc. Mais en tout cas, dans ce cas-là, quand on a un auteur autopublié, c'est à soi de faire en sorte que le lectorat sache qu'on existe et qu'on a peut-être un roman à lui proposer. Dans ce cas-là, on s'interroge sur quels outils j'ai à ma disposition. Moi, à l'époque où j'ai publié mes premiers romans en indépendant sur Amazon, il n'y avait pas grand-chose d'autre que les blogueurs. Bon, je ne me suis pas démonté, j'ai d'abord créé mon propre blog moi-même, où j'ai été assez actif, je suis beaucoup moins maintenant parce que j'ai plus trop le temps, mais à l'époque j'étais très très actif, j'ai commencé à écrire beaucoup d'articles dans mon blog, que j'ai essayé de faire connaître en diffusant sur les réseaux sociaux, toujours les mêmes, Facebook, Twitter, Google+, à l'époque, en 2012, je ne sais pas s'il y avait Instagram, en tout cas moi je n'y étais pas. Et puis, il ne fallait pas hésiter, alors c'était un petit peu fastidieux comme travail, mais j'ai regardé sur Internet tous les blogs qui pouvaient correspondre à ce que j'écrivais, qui pouvaient être intéressés, et j'ai contacté un par un tous les directeurs de ces blogs ou de ces sites, en leur proposant mes livres en service de presse, en leur pitchant le livre, en leur demandant s'ils seraient intéressés ou pas. C'était très très long, j'ai eu, je dois dire, assez peu de réponses positives au départ, parce que finalement, même les blogueurs étaient un petit peu frileux, comme peuvent l'être les journalistes de la presse nationale envers des auteurs indépendants, et même auprès des blogueurs, c'était assez difficile d'avoir une audience. Je dois dire que la chance que j'ai eue à l'époque, en 2012, il n'y avait pas beaucoup d'auteurs indépendants en France, c'est de publier un livre qui a eu un succès, un petit succès assez vite, et finalement c'est ça qui m'a remis en lumière. Et comme j'étais un des rares auteurs indépendants à avoir un peu de succès en France, la plateforme sur laquelle j'avais téléchargé mon livre à l'époque, qui est Amazon, a joué le jeu et a communiqué mon nom. C'est elle en fait qui a fait le travail d'attaché de presse. Et cette plateforme-là de téléchargement donc, a communiqué mon nom aux journalistes qui appelaient pour avoir des noms d'auteurs qui marchaient un peu. Et il se trouve qu'ensuite, comme les gens ont vu que j'étais un auteur qui venait en fait de l'édition traditionnelle, puisque mon premier roman avait été publié en 2005 chez Robert Laffont, et que le roman avec lequel j'avais un succès en 2012 était en autopublication, là ça les a intéressés. Les gens commençaient à se demander pour quelle raison un auteur qui venait de l'édition traditionnelle s'était autopublié 7 ans plus tard. Et c'est surtout autour de ce storytelling-là qu'on a commencé à faire un petit peu de buzz et que j'ai commencé à avoir des papiers. Comment se faire connaître quand on est autopublié ? Par tous ces moyens-là, et puis par la recherche ou par l'utilisation d'outils dont peut-être on débattra ce soir, qui n'existaient pas en 2012 et qui commencent à émerger maintenant et qui peut-être permettront à des auteurs indépendants qui viennent de l'édition traditionnelle ou qui sont indépendants natifs, je dirais, d'émerger, de rencontrer leur lectorat. Oui, effectivement. J'atteste effectivement que c'est très compliqué pour un auteur indépendant et notamment de se faire voir dans la presse nationale. Mais on va en parler tout à l'heure dans tout ce qui est communication et marketing. Jean-Baptiste Gendarme, vous avez choisi une autre voie, puisque vous êtes publié chez des éditeurs dits traditionnels. Vous avez même choisi d'écrire un livre qui parle des misères des écrivains. Quel est votre point de vue, vous, sur tout ce qui se passe actuellement autour du travail des auteurs, autour de tout ce qu'on dit, de tout ce qui commence à émerger, que ce soit en France ou à l'étranger? Vous avez quelle vision de tout ça? Déjà, moi, j'ai pas forcément choisi d'être chez un éditeur traditionnel. C'est que j'ai écrit un manuscrit, et je l'ai envoyé par la poste chez des éditeurs traditionnels. Mais à l'époque, on était en 2003-2004. Je pense qu'on ne parlait pas encore d'édition numérique. C'était vraiment le début, en tout cas, c'était à peine le début des blogs. Et voilà, et j'ai eu la chance d'être accepté par une grande maison d'édition. Et après, la question s'est jamais posée pour mes autres livres, parce que cette maison... je ne sais pas si c'est une chance, parce que ça comporte aussi des inconvénients, et c'est tout l'objet du livre que j'ai sorti l'an dernier, La splendeur et misère j'ai oublié le titre, c'est Splendeur et misère de l'aspirant écrivain, où je raconte justement que c'est la difficulté de publier
publier un livre, on croit que c'est souvent d'être repéré par un éditeur, alors qu'en fait, c'est souvent ce qui arrive après. Ce que Laurent dit très bien, c'est qu'on imagine qu'on est dans une grande maison, donc on va avoir une attachée de presse qui va s'occuper de nous, qu'on va on va avoir déjà beaucoup de presse, qu'on va faire des salons du livre et tout ça. Sauf que, ben voilà, moi je suis dans une grande maison, j'ai aucun problème avec cette maison-là, hein, je ne veux pas stigmatiser les éditions de Gallimard, avec qui j'ai aucun problème. Mais on voit bien que les auteurs, ben, ce que tu disais, c'est qu'on va promouvoir les auteurs qui marchent déjà. Et pourquoi je disais ça Non, mais voilà, moi j'avais déjà, donc en tant qu'auteur, on a très peu accès en fait à des outils, parce qu'on nous dit, bon, ben, si même nous, il y a quelqu'un qui m'appelle, qui dit, ah, vous devez vous inviter à un tel salon, mais en fait, il faut que ça passe par l'éditeur, donc l'éditeur, il peut dire, bah non, est-ce que le salon paye votre billet? Ah bah non, c'est l'éditeur qui peut payer. L'éditeur, il va dire, bah moi, je vais devoir payer le salon plus le train et tout, si le festival ne le prend pas en charge, pour un auteur qui vend 30 livres, ça sert à rien. Enfin, c'est-à-dire que déjà, un salon du livre pour un auteur qui n'est pas connu, c'est l'expérience la plus horrible du monde qu'on peut connaître un auteur. C'est-à-dire qu'un auteur qui arrive dans un salon, qui a fait un premier roman ou un deuxième roman, s'il n'a pas vraiment de lecteur, s'il signe dans une ville où il n'a pas toute sa famille, c'est horrible. Parce que personne ne va venir le voir, parce que les auteurs ne sont pas connus. C'est ça, en fait, la vraie difficulté des auteurs, en fait, c'est d'essayer d'exister et d'être repéré. Donc souvent, on espère, même quand on est chez un éditeur, on se dit on va pouvoir accéder à une certaine visibilité, sauf qu'elle ne vient pas forcément, cette visibilité. Donc voilà, et alors je ne sais pas si ça répond à la question que vous aviez posée, mais ça répond en partie. En tout cas, je rejoins ouais. le point de vue et dire que c'est très difficile. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un fantasme de l'écrivain encore aujourd'hui, et c'était tout l'objet aussi de mon livre, c'est-à-dire qu'on dit qu'il y a 17% des Français qui ont un manuscrit dans un tiroir, les éditeurs continuent à recevoir énormément de manuscrits, et pourtant il n'y a que 2% des écrivains qui arrivent à vivre de leur plume, et juste de leur plume. Donc voilà, et on constate que c'est très difficile, quoi. On se rend compte aussi que l'écrivain, au jour d'aujourd'hui, ne peut pas être du tout un métier. Et d'ailleurs, c'est la seule pratique, je pense, qui ne peut pas devenir un métier pour un auteur, quoi. Et votre vision sur ce marché de l'auto-édition, justement, où moi, c'est vrai que l'auteur s'entreprend, où l'auteur devient entrepreneur, comment vous voyez ça? Moi, donc, c'est vrai qu'au début... Pardon. Au début, j'étais assez sceptique. Je continue de penser que c'est l'éditeur qui fait l'auteur. C'est-à-dire que... mais c'est en train de changer, et dans mon esprit, et je vois bien que dans les pratiques, c'est en train de changer aussi. Mais je continue de penser qu'un bon manuscrit trouvera toujours un éditeur, même si c'est très difficile. Moi, par ailleurs, je suis un porteur de projet pour plusieurs maisons d'édition. Ça fait 10 ans que je fais ça. Je vois qu'avant, j'avais des bons manuscrits, j'arrivais à les faire publier en un mois, je trouve un éditeur. Maintenant, il me faut un peu plus de temps, et maintenant, même des bons manuscrits, les éditeurs disent, bon, ben écoutez, oui, non, là, c'est bien, mais j'ai pas le coup de cœur, tu comprends, et tout. C'est-à-dire que les chiffres de l'édition, parce que quand on parle de l'édition des livres, on va parler des gens qui vendent beaucoup. Mais un premier roman, il y a 10 ans, c'était 1200 exemplaires. On disait, à 1200 exemplaires, l'éditeur était content, on disait, c'est bien. Donc ça, c'était en 2001. En 2008, il y avait une interview d'Antoine Gallimard qui disait qu'à 800, on est content. Voilà. Et maintenant, beaucoup de premiers romans, et même des romans, des 2, 3, 4e romans, arrivent à 400 exemplaires. Donc l'éditeur, sachant ça, il va dire, bah, moi, ok, j'aime bien ce manuscrit, je vais donner 2500 € à valoir à l'éditeur, à l'auteur, je vais payer un correcteur, je vais payer une conception graphique et tout ça, et je vais en vendre 400, c'est-à-dire que bah, voilà, le livre ne se fait pas. Donc c'est vrai que c'est en train de changer. Je vous trouve dans le métier de l'édition que c'est beaucoup plus frileux. Je vois bien moi les manuscrits qu'on me demande quand j'arrive avec un premier roman où je dis ah c'est une écriture géniale, c'est une histoire d'amour et tout, on me dit ah une histoire d'amour, c'est pas déjà été fait. Et maintenant on me demande des sujets, on me demande soit des gens connus ou des thèmes, des sujets, des choses précises, parce qu'on dit bah ça, si vous avez un sujet, bah, c'est facile parce que la presse va pouvoir en parler, le journaliste pourra faire une page sans lire le livre parce qu'il va rappeler, si vous faites un livre je sais pas sur Katrina, et ben déjà on va en parler de Katrina, c'est passé. C'est affreux, machin, et voilà, ça fait déjà un article, et puis il suffit que ce soit un peu bien écrit, et puis ça y est. Moi, je schématise un peu, mais
c'est vrai que je trouve que c'est en train de changer. Et ça change aussi dans mon esprit parce qu'il y a quelques temps, je reçois des manuscrits aussi, et que après j'accompagne les auteurs ou pas, et je ne peux m'engager que sur des manuscrits auxquels je crois. Et il y a un auteur un jour qui m'a envoyé un manuscrit et je lui ai dit écoutez, c'est ni bon ni mauvais, mais moi je ne peux pas m'engager sur votre manuscrit parce que je vois pas à qui je peux le proposer. Voilà, moi ça me prend du temps et tout, donc je peux pas tout faire, quoi. Et donc je lui dis désolé, essayez par la poste, ça peut peut-être séduire un éditeur, moi j'en sais rien. Donc voilà, je tente de parler de cette personne-là, puis un an et demi après elle m'appelle, elle dit ben voilà j'ai mon deuxième roman qui est prêt, est-ce que vous voudriez le lire? Alors moi j'ai lu le premier où je n'ai pas été convaincu, je lui dis ben pourquoi, enfin oui je sais pas trop, elle dit ben écoute, en fait écoutez mon premier roman je l'ai publié sur Amazon et j'en ai vendu 6000. Alors moi je pense un peu de haut, moi qui viens de l'édition traditionnelle, où c'est l'éditeur qui fait vendre des livres, forcément. Je lui dis ah bon mais 6000 c'est beaucoup plus que moi j'ai fait 5 livres chez Gallimard, j'ai vendu 6000 livres. Donc je lui dis pourquoi vous voulez rejoindre l'édition traditionnelle si vous vendez déjà 6000 sur Amazon? Il dit c'est un non-sens quoi. Elle dit ah parce que oui mais je suis attiré quand même, le papier, c'est bien. Donc j'avais pris un peu de haut pensant qu'elle me mentait et quelques semaines après commençait à avoir des articles de gens qui publiaient sur Amazon et qui vendaient 20 000, 25 000. Alors après il y a beaucoup de gens qui publient et des millions, ouais, voilà, c'est pas. Mais voilà, et du coup c'est vrai que bon ben on peut aussi être auteur sans forcément avoir un éditeur classique. C'est en train de changer dans mon esprit et je crois que c'est en train de changer vraiment dans les pratiques. Et je vois bien aujourd'hui, moi je suis peut-être la dernière génération où on avait envie d'être publié chez un éditeur. Mais je vois bien, je fais des ateliers d'écriture, je rencontre des jeunes, un éditeur, ils savent même plus ce que c'est. Ils font pas la différence entre un Grasset, Gallimard, POF, Lamarune, ils s'en foutent quoi. Et on leur dit, et un livre numérique, voilà, pour eux ça leur parle, c'est sur leur tablette. Et on peut le télécharger, les copains peuvent le lire, et le livre papier, en fait, ça ne les intéresse pas. Donc peut-être d'ici 15 ans, on aura peut-être fait la bascule, parce que les jeunes qui arriveront diront, bon, moi, le livre papier, pourquoi quoi. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'éditeurs qui commencent à aller chasser sous les terres de l'auto-édition pour repérer les bons manuscrits. Non, mais... On a quelques exemples en France. Oui, mais ils vont chercher les livres qui marchent sur... Oui, ceux qui ont vendu. Ceux qui ont vendu, voilà, ils vont chercher ceux qui ont vendu. Mais si ces personnes étaient arrivées avec leur manuscrit directement chez l'éditeur, c'est très probable que les manuscrits aient été refusés. Bien sûr, c'est clair, c'est clair. Et alors justement, vous avez quoi dans votre besace comme outil pour qu'on parle de vous, je sais pas, faire un peu de buzz, un peu de com, inciter les gens à aller voir un peu plus loin que l'extrait à télécharger gratuitement, Laurent par exemple? Maintenant, moi, je suis peut-être pas représentatif parce que la chance que j'ai maintenant, c'est j'ai un petit nom, quoi, voilà, qui commence à circuler depuis 2012. Et maintenant, c'est plus facile pour moi d'obtenir un papier, d'obtenir des chroniques sur des sites très influents, prescripteurs comme on dit, dans des blogs intéressants. Voilà, je suis invité beaucoup à des réunions comme celle de ce soir. Je vais participer à 2-3 tables rondes au Salon du Livre bientôt à Paris. Je suis engagé comme consultant sur le stand Amazon pendant les 5 jours du salon, par exemple, donc on commence à me voir beaucoup. Du coup, j'ai plus trop de soucis non plus pour publier mes livres maintenant chez des éditeurs dits traditionnels. Entre les éditions Don Quichotte, les éditions Marabout qui sont du groupe Hachette, et puis les éditions La Bourdonnais. Voilà, j'ai maintenant 3 éditeurs traditionnels. En fait, j'ai plus le temps d'écrire des romans indépendants que je télécharge sur Amazon, sur Fnac, sur iTunes, mais je m'interdis pas d'y revenir, hein, bien que je sois aussi dans d'autres mondes. Moi, j'aime bien explorer toutes les facettes et tous les univers d'un monde et voir ce qu'il est possible de faire partout. Je crois beaucoup, parce que c'est peut-être plus une nécessité d'ailleurs qu'un choix au départ, un auteur-entrepreneur. Et les moyens qui sont mis à ma disposition aujourd'hui pour me faire connaître sont toujours les mêmes qu'il y a 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire les réseaux sociaux, plus quand même, et ça c'est pas négligeable, plus mon nom qui a circulé depuis le temps et qui commence à être connu dans le monde des lecteurs qui s'intéressent à la découverte de nouveaux auteurs et de nouvelles voix. Et c'est vrai qu'il y a de plus en plus d'auteurs maintenant qui acceptent de lire il y a de plus en plus de lecteurs qui acceptent de lire des auteurs indépendants, ce qui était moins le cas en 2012. J'ai une petite notoriété parmi ces lecteurs, dont le nombre s'accroît régulièrement. Donc, de fait, mathématiquement,
mon nombre de lecteurs s'accroît mathématiquement aussi maintenant. Et puis je désespère pas quand même de faire un gros succès d'édition un jour, on sait jamais. On peut rêver si un de mes 3 éditeurs chéris décide de mettre le paquet sur moi, je prends, il n'y a pas de problème. Je veux bien un 4x3 dans le métro, une télé chez Ruquier ou une radio, je sais pas où j'y vais. Alors, dans vos propos à tous les deux, là, il y a un mot que j'ai pas entendu, c'est et le lecteur, parce que le lecteur, il est prescripteur aussi. C'est pas juste les articles de blog. Alors les blogueurs lisent les bouquins et les chroniques, mais le lecteur, la proximité dans les outils que vous utilisez, c'est avec le lecteur que vous l'établissez. Vous le placez où, le lecteur, dans tout? C'est un outil, Non, mais moi je sais. Je fais de la promo exprès. Ouais, moi je sais pas. Moi, dans l'édition en tout cas traditionnelle, je pense qu'il fait la différence, c'est le libraire. Pas du tout la presse. La presse, un article n'a jamais fait vendre. Moi, je connais des auteurs qui ont lu le portrait de Der de Libé, la même semaine, une pleine page dans le monde des livres, les Inrocks et puis le Figaro, ce que tout le monde rêverait d'avoir, et ils vendent 400 exemplaires à la fin. Donc la presse, ça ne sert à rien. Ça flatte l'ego de l'auteur. À la rigueur, ça dit à un autre confrère journaliste qui regarde, qui dit ah, tiens, ils ont lu ce livre-là, moi je vais pas regarder, ou je vais pas aimer, ou je vais regarder, peut-être que ça amènera un autre article, mais ça va pas non plus déclencher les ventes. La différence dans l'édition traditionnelle, c'est le libraire. Et le libraire, le problème, c'est que qui va vendre le livre au libraire, c'est un représentant qui va vendre un livre au libraire, qui est un représentant comme qui pourrait vendre des bidons d'huile, sauf qu'il vend des livres, mais ça se passe de la même façon. Il a un gros classeur, il a 1 heure un rendez-vous avec le libraire et il doit présenter à peu près 200 livres. Donc si on est un auteur très connu, on va commencer à dire il y a le nouveau livre de Solers, et on va dire non, celui-là c'est un faux exemple parce que très connu. Oui, non, mais c'est tellement le libraire, il n'en prend pas. Non, mais voilà, si on a des livres d'auteurs connus, le libraire dit bon, ben, ça j'en prends 15, ça j'en prends 10, d'accord. Et puis après, il arrive Jean-Baptiste Gendarme, il dit bon, ben, ça, ouais, je connais pas trop, 5 livres, j'ai jamais entendu parler, bon, ben, tu m'en mets un, et avec un peu de chance, le livre sort du carton, sinon le livre reste dans le carton et est renvoyé la semaine d'après. Donc, voilà, c'est ça vraiment la réalité de l'édition aujourd'hui, ça, c'est que. Et c'est le libraire qui peut faire la différence. Si le libraire s'empare d'un livre et qui va se mettre à le défendre, qui va le poser sur sa table, qui va le recommander quand il l'a vendu, c'est ce qui peut faire un petit phénomène. C'est ce qu'on avait eu pour Anna Gavalda il y a maintenant longtemps, c'est-à-dire que Anna Gavalda a été refusée par tous les éditeurs, elle a été acceptée pour un recueil de nouvelles, alors maintenant c'est pareil, un recueil de nouvelles que personne n'en veut, elle a été acceptée par le Dilettante, personne n'a jamais parlé de ce livre, elle a eu 0 papier dans la presse, et le livre a commencé à marcher, à vendre 2000, ils ont imprimé 4000, 6000, elle a monté comme ça, et tout d'un coup, les premiers papiers, là c'est Laurent Ruquier, alors je suis désolé de dire ça, mais c'est Laurent Ruquier qui a fait, je crois, le premier, enfin qui l'a invité dans son émission, pour le phénomène, pas pour la qualité du livre, mais pour le phénomène d'édition d'un livre qui marche, alors qu'il y avait eu 0 papier, que c'était une mère de famille totalement inconnue, qui avait publié un recueil de nouvelles chez un éditeur que personne ne connaissait, quoi. Et voilà, et ce sont les libraires qui ont fait ce succès-là. Donc, moi, dans l'édition traditionnelle, le lecteur, en tout cas, moi, je ne le vois pas. Je refuse d'aller dans les salons pour la raison du parce que j'ai pas le temps de me faire humilier ou de perdre mon temps dans des salons à pas dédicacer le livre. C'est pas que j'ai un ego démesuré, c'est que juste j'ai autre chose à faire, quoi. Donc, le week-end, je préfère être avec mes enfants que de traverser la France pour pas signer de livre, quoi. Parce que c'est très dur. Il y a une anecdote que je raconte dans le livre qui est assez horrible. C'est une jeune auteure qui publie un premier roman qui signait à côté de Bernard Pivot. Alors vous imaginez Bernard Pivot, il y avait 500 personnes qui attendaient de se faire dédicacer le livre, et elle attendait, il n'y avait personne, et tout d'un coup il y a une grand-mère qui sort du rang et qui vient la voir, qui lui dit ah ben vendez-moi votre livre. Alors elle lui parle un peu de son livre et tout, et elle lui dit ah oui bon, elle dit vous gagnez combien sur votre livre? Elle dit ah ben 10%. Alors regarde, c'était 18 € et tout, et la dame a sorti 2 €, elle a dit tenez, j'ai pas voulu l'acheter mais voilà 2 €. Donc c'est horrible les salons. Mais oui, ça c'est cruel. Mais bon, ça c'est une anecdote. Évidemment, ça se passe pas toujours comme ça. Mais quand on est dans les salons, ce qu'on a, c'est si on arrive à capter l'œil de quelqu'un qui passe, il va voir le livre. On a regardé, les regards ont été échangés, donc la personne se sent obligée de regarder. Elle va retourner, elle va lire, elle fait je fais un tour, je repasse. Et la personne ne revient jamais. Donc voilà, donc si on aime ça, bah oui, là c'est à la rencontre des lecteurs. C'est très dur, c'est très dur. Donc voilà, dans l'édition traditionnelle, il n'y a que le libraire qui peut faire la différence, quoi. Laurent, la communauté de lecteurs. Justement, tout l'intérêt des réseaux sociaux. Parce que là,
on est un petit peu sûr de son coup en amont. Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que quand on a réussi à s'adresser à son lectorat via les réseaux sociaux et qu'on a des retours vraiment sur le livre, sur la lecture, sur ce que le lecteur a aimé ou pas, bon, là, évidemment, ça vaut le coup de faire un salon après, peut-être, en prévenant toute sa communauté de followers. Ben voilà, tel jour, telle heure, je serai en signature à tel endroit. Et puis, si vous habitez en région parisienne et que le salon se passe en région parisienne, en gros, vous faites un petit peu de signature. Et c'est vrai que vous ne repartez pas Fanny, parce que l'expérience que tu racontais, moi je l'ai vécue. Alors j'étais à la place de ta petite auteure, c'était mon premier roman de 2005 chez Robert Laffont. On m'emmène à un super au salon du livre de Bordeaux, je me dis ça y est, j'y suis, je suis une star, ouais. Ils me mettent à côté de Frédéric Mitterrand qui racontait ses aventures de fesses en Asie du Sud-Est. Il y avait, j'en sais rien, 500 mecs devant lui. Les gens me regardaient d'un air de dire c'est dur, ouais, c'est super dur. Donc le mec il a vendu ses 300 bouquins en une demi-heure, il est parti. Moi je me suis dit super, et puis en fait les gens l'ont suivi. Je me suis retrouvé seul devant ma pile. Moi je me suis dit ok, plus jamais ça, effectivement, plus jamais ça. Et donc se faire son lectorat, ou en tout cas rencontrer son lectorat via les réseaux sociaux. Pour le coup, en amont, ça c'est pas mal. Et puis, vous n'êtes peut-être pas obligé dans ce cas-là de faire des salons, effectivement, puisque vous pouvez discuter directement avec des lecteurs qui ont vraiment lu votre livre, qui l'ont acheté, soit en numérique, soit en papier, puisque maintenant, même quand on est indépendant, il y a des moyens vraiment pas chers du tout de faire son livre papier et de le distribuer de manière à peu près correcte. Voilà, ça vous permet d'éviter ce genre de piège. Et petit à petit, de proche en proche, alors c'est plus long que si vous obteniez une télé, une radio, un papier dans la presse. Alors en librairie, c'est très dur quand vous êtes indépendant de pouvoir placer vos livres en rayonnage chez votre libraire de quartier, etc. Les seuls à ma connaissance qui font ça, c'est Cultura. Pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, eux le font. Il y a plein d'auteurs qui vont signer chez Cultura, alors qui font eux pour le coup de belles séances de signature parce que c'est l'effet de proximité qui joue. C'est-à-dire que le Cultura de Gennevilliers, si vous êtes un auteur de la ville d'à côté et que vous annoncez une signature dans le Cultura de Gennevilliers, par exemple, vous allez faire une belle journée et les gens, parce que vous êtes un auteur de proximité, vont venir. Sinon c'est plutôt très difficile. Mais le fait de pouvoir vous faire un lectorat comme ça, petit à petit, avec le temps, c'est quelque chose qui est très long, qui peut être décourageant et frustrant parfois. Moi j'essaie de le faire depuis 2012, on est en 2015, ça commence seulement à payer. Mais du coup, c'est stable, c'est solide et c'est croissant. Et ça, c'est très plaisant. Parce que, après tout, il faut savoir ce qu'on veut faire quand on est auteur. Est-ce qu'on veut faire pompeusement une œuvre ou est-ce qu'on veut faire du cash très vite? Moi, j'aimerais plutôt faire une œuvre, entre guillemets, même si c'est un peu prétentieux de ma part, mais j'aimerais que le livre soit lu dans 10 ans, dans 20 ans, pourquoi pas. Et donc, je suis pas pressé. C'est pas grave que les lecteurs me suivent pas en masse maintenant. Si ceux que j'ai me suivent vraiment et aiment vraiment ce que j'écris, moi ça me va bien. Et puis je constate vraiment que le nombre croît, pas forcément de manière exponentielle, mais régulière en tout cas. Et ça, c'est le meilleur moteur en fait. Merci beaucoup. Stéphanie, donc vous travaillez au quotidien justement avec les auteurs. Quels outils Internet aujourd'hui ont les auteurs pour pouvoir communiquer et qu'est-ce qui est vraiment utile, qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce qu'on peut laisser de côté? Est-ce que vous pourriez nous faire un petit panorama de tout ça? Il y a pas de souci. En fait, la première chose, quand les auteurs vont me voir, ils sont à différents stades. Je travaille avec des auteurs qui ont déjà pas mal d'expérience et d'autres qui viennent simplement de terminer leur livre et qui n'ont aucune idée de ce qu'ils ont produit, mais aucune idée. Donc le premier travail à faire avec ces auteurs, c'est simplement qu'ils prennent conscience du livre qu'ils ont en main. Qu'est-ce que c'est? Dans quel genre c'est écrit? Alors oui, il y a un genre, votre livre n'est pas en dehors des genres, il faut absolument donner des étiquettes à votre livre parce que c'est ce qui va parler à vos lecteurs. Donc le premier travail c'est ça, qu'est-ce que vous avez produit et quel est le sentiment que les lecteurs en ont, c'est-à-dire qu'est-ce qui va retenir leur attention? Est-ce que c'est l'atmosphère du livre? Est-ce que c'est votre écriture? Est-ce que c'est votre narration qui est palpitante? Est-ce que c'est la manière dont vous traitez un thème de manière, avec singularité? C'est ça la première chose que vous devez savoir avant de commencer à vous poser la question d'un lectorat.
Une fois que vous avez compris quel objet livre vous avez entre les mains, il faut aller vers ces lecteurs. Donc il faut comprendre qui sont vos lecteurs. Qui sont-ils? Est-ce que ce sera plutôt des étudiants, parce que vous parlez justement du monde étudiant ou du monde du management? Est-ce que ce sera plutôt des gens qui sont sensibles aux problématiques du développement personnel? Donc se poser la question de qui sont vos lecteurs. Bien sûr, votre livre va s'adresser à beaucoup plus de personnes que les lecteurs que vous aurez en tête au début, mais il faut que vous trouviez des ambassadeurs. Donc la première chose à faire, c'est essayer de trouver des ambassadeurs pour votre livre. Donc, quels sont les premiers lecteurs de votre livre? Une fois que vous avez fait ça, il faut se demander où sont-ils sur le web. Parce qu'ils y sont très actifs. Aujourd'hui, le livre n'est plus un objet figé. C'est comme la télé. La social TV, c'est une manière en fait d'entrer en interaction avec le programme. Quand on regarde aujourd'hui Top Chef, on n'est pas passif devant Top Chef, on est en même temps en train de tweeter, on parle avec nos amis, c'est la même chose autour du livre. Aujourd'hui, les gens, quand ils reçoivent un livre, en fait, ils en parlent, ils le photographient, ils le publient sur Instagram, ils en parlent sur Facebook avec leurs amis, ils vont sur les réseaux sociaux de lecteurs, ils en parlent. Donc, ils sont trouvables. Il faut que vous les identifiez et ensuite que vous alliez les voir et que vous entriez en contact avec eux. Quand vous avez fait cette étape-là, vous savez comment vendre votre livre, mais vous avez besoin d'une présence en ligne. Vous avez besoin en fait de vous marketer vous-même, c'est-à-dire de faire ce qu'on appelle un personal branding. Le personal branding, c'est un mot un peu vulgaire comme ça, mais en réalité, il s'agit simplement de comprendre, vous, quelle est votre personnalité. Comment vous allez entrer en contact avec les autres. Quel est votre univers artistique et comment vous allez parler de votre livre. Sachant que quand vous parlez de votre livre, c'est 20% de ce que vous allez dire sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux, tout ce qui existe. Si vous parlez uniquement de votre livre, vous allez dissuader tous les lecteurs de vos livres. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez vous poser la question des outils. Alors oui, les outils, il y en a plein. Il y en a énormément. Il y a le blog d'abord. Vous pouvez écrire des blogs sur Wix, sur WordPress. Vous pouvez bien sûr utiliser les réseaux sociaux. Alors Facebook, Twitter, Instagram, je pense que tout le monde les connaît. Google+. Il y a les réseaux sociaux de lecteurs aussi qui sont très actifs. Alors Goodreads, l'américain qui est rattaché à Amazon. Vous avez Babelio qui est vraiment l'acteur traditionnel français sur lequel tous les blogueurs, les lecteurs viennent poster leurs commentaires. Vous avez aussi des réseaux sociaux de lecteurs comme Booknode, qui est un peu plus spécifique parce que lui permet aux blogueurs et aux lecteurs de noter les livres et de noter les auteurs. Vous avez aussi Livre Addict qui permet de faire des lectures collectives. Enfin, voilà, vous en avez une quantité incroyable. Donc l'auteur, son rôle, lui, c'est d'essayer de construire une présence en ligne qui soit cohérente et visible du lecteur. Donc il doit jongler avec l'ensemble de ces outils sans se disperser, parce que ça peut prendre plusieurs heures par jour. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur les outils qui sont pertinents par rapport à son temps disponible, par rapport à son livre, son univers. Par exemple, s'il a un univers très visuel, peut-être qu'il est plus pertinent d'aller sur Instagram ou sur Pinterest. Faut savoir aussi qu'un Facebook va vous donner moins de visibilité, par exemple, qu'un Google+. Vous allez avoir une petite communauté, mais qui sera très engagée. Donc le travail de l'auteur, c'est de manier tous ces outils pour construire sa plateforme. C'est comme ça que les Américains appellent ce processus construire sa plateforme. C'est une plateforme de lecteur, en fait, qui va vous accompagner pendant toute votre vie d'auteur. Alors au début, elle demande énormément de travail, beaucoup d'investissement. C'est difficile, c'est douloureux. Pour gagner du temps là-dessus, c'est assez difficile, sauf si vous avez des outils vraiment pertinents qui peuvent vous simplifier la vie. Mais en réalité, construire sa plateforme, c'est pour la vie. C'est-à-dire que les lecteurs, une fois que vous avez un blog, une newsletter, des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux, à chacun de vos livres, ils vont être présents. Et ils vont s'engager autour de vos livres et ils vont être vos premiers acheteurs. Donc les lecteurs aujourd'hui qui sortent un nouveau livre, beaucoup d'auteurs auto-édités indés en France ont construit leur plateforme. C'est pour ça d'ailleurs que Laurent dit qu'il n'a plus besoin de faire énormément de promotion, parce qu'il a déjà une plateforme. Il a déjà une communauté de lecteurs autour de lui qui, à chaque sortie de livre, est en attente et va le suivre. En gros, c'est ça. Et alors les médias traditionnels dans tout ça?
Alors les médias On peut compter traditionnels... dessus ou comme Jean-Baptiste Mais tu as dit un truc très pertinent tout à l'heure, c'est la prescription. Aujourd'hui, en fait, le livre se vend d'une autre manière. Le livre, et pas seulement le livre numérique, tous les livres se vendent via la prescription. Vous, par exemple, quand vous allez acheter une machine à laver, vous allez d'abord lire les avis des consommateurs, ce qui se passe autour des marques, est-ce que c'est une bonne marque, enfin, en tout cas, ça peut vous arriver. Mais aujourd'hui, les lecteurs choisissent leur prochaine lecture comme ça. Ils sont de plus en plus en interaction avec le livre et donc ils vont aller se renseigner. Ils vont suivre des blogueurs qui vont être finalement leurs référents sur certaines thématiques, certains genres littéraires. Ils vont aller sur des forums spécialisés, ils vont se fier aux notations sur des sites de vente en ligne comme Amazon et ils vont se faire un avis sur le livre et ensuite ils vont passer à l'achat. Alors soit un achat en ligne, soit un achat en librairie. Les lecteurs peuvent aller acheter en librairie, mais avoir décidé cet achat sur Internet. Donc aujourd'hui, la prescription, c'est vraiment fondamental pour générer l'achat sur le livre. Par contre, les médias traditionnels, effectivement, donnent du crédit et de la visibilité. Ouais. Voilà. Mais c'est pas essentiel, c'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui sont complètement ignorés par la presse traditionnelle et qui aujourd'hui parviennent à vivre très bien grâce à l'ensemble des livres qu'ils ont publiés depuis 5 à 6 ans et grâce à la communauté de lecteurs qu'ils ont construit au tout début du lancement de leur tout premier livre. D'ailleurs, on voit même les auteurs qui ont beaucoup de succès, qui vendent beaucoup de livres. Pour parler de Marc Lévy qui vient de sortir un bouquin, au-delà des centaines de papiers, des interviews à la télé, etc., je discutais avec lui l'autre fois et il me disait je nourris ma communauté de lecteurs. Et il leur répond. Et si vous suivez un Marc Lévy sur Twitter, et c'est intéressant d'ailleurs, quand on peut donner un conseil à un auteur, c'est de suivre d'autres auteurs, et parfois des auteurs connus. Alors je ne vais pas en citer un autre qui, lui, méprise presque ses lecteurs sur les réseaux, mais en tous les cas, un Marc Lévy, qu'on aime ou qu'on n'aime pas sa littérature, c'est très intéressant. Alors, il a derrière des attachés de presse qui font un peu de travail, et des community managers, etc., mais régulièrement, il répond lui aussi à ses lecteurs et il entretient et il nourrit une espèce de relation un peu privée ou en tous les cas privilégiée, on va dire, avec ses lecteurs. Et c'est important, je pense que quand on parle d'outils, c'est important de regarder aussi ce que font les autres auteurs et souvent les auteurs qu'on n'aime pas trop et qui marchent, qu'on n'a pas trop de nous personnellement et qui marchent. Non, en fait, l'auteur dans cette tour d'ivoire, c'est vraiment terminé. Ouais. Quand on regarde ceux qui vendent beaucoup aujourd'hui, c'est des personnes qui sont très très actives sur les réseaux sociaux et qui les manient très bien. Allez voir par exemple la page Facebook de Catherine Pancol, celle de Bernard Werber, celle de Maxime Chatham. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui manient extrêmement bien la communication digitale, leur personal branding. Voilà, ils ont vraiment construit une présence en ligne forte et une marque autour d'eux. Et ils ont une communauté de lecteurs engagée. Tout à fait. Oui. Juste un petit mot, il faut savoir aussi qu'on parlait de la prescription des lecteurs. Il faut savoir aujourd'hui qu'un blogueur ou une booktubeuse peut être suivi par 10 000 personnes en France. Aux États-Unis, ça va jusqu'à plusieurs millions. Un passage sur ce type de chaîne ou sur ce type de blog peut vous apporter une quantité importante de lecteurs. Donc aujourd'hui, vraiment, la prescription plus forte, celle qui gêne un achat, elle est en tout cas sur Internet. Merci Stéphane. Nicolas, alors vous apportez d'autres réponses avec des outils justement en lançant le lancement prochain et imminent de Iggybook. Donc Iggybook, c'est une plateforme qui est dédiée donc aux auteurs entrepreneurs et vous mettez à leur disposition toute une palette d'outils pour justement répondre et leur simplifier la vie finalement. Oui, alors, exactement. Ça ne s'adresse pas uniquement aux auteurs entrepreneurs, ça s'adresse aux auteurs entrepreneurs et aux auteurs entreprenants. Exact. Je pense que c'est important de distinguer les deux. C'est-à-dire que Iggy, ça s'adresse à la fois aux auteurs qui sont publiés dans des maisons traditionnelles, ça s'adresse à des auteurs auto-édités qui vont trouver plein d'outils très utiles pour eux également.
Et évidemment, ça s'adresse aux auteurs hybrides qui vont avoir les deux parcours comme Laurent. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant de ce que disait Stéphanie, et c'est ce qui nous a finalement conduit à créer Iggy. Nous, c'est notre expérience d'éditeur depuis 5 ans en fait, qui nous a permis d'être au contact comme ça des auteurs, à la fois publiés, auto-édités, etc. Ce qui est ressorti en fait de ces rencontres, de ces conversations, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est cette difficulté à promouvoir qu'on soit dans une maison d'édition ou qu'on soit en auto-édition. J'ai noté aussi, c'est que le personal branding, c'est quelque chose qui était hyper important à développer, mais tout ça, ça prenait du temps, et que le grand risque, c'était la dispersion. Et la dispersion, quand on est un auteur, ça peut être fatal, puisque l'objectif quand même, c'est que vous puissiez consacrer un maximum de temps à l'écriture de votre roman, de votre œuvre, et que vous puissiez avoir des outils simples et efficaces pour faire tout le reste. Et c'est pour ça qu'on a créé Iggy. Donc Iggy, en fait, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est une plateforme donc, Internet qui permet de faire 4 grandes choses, qui permet très facilement de créer son site d'auteur sans connaissance technique et sans connaissance graphique. Ça pour nous c'est hyper important en fait. Aujourd'hui, quand vous devez concevoir votre personal branding, donc votre présence sur Internet, il faut que vous soyez séduisant. Il faut que vous ayez, que vous suscitiez le désir au travers de votre image et au travers de ce que vous présentez avec vos livres. Et pour ça, il faut que ce soit bien présenté, il faut que ce soit beau, il faut que ce soit riche, il faut que ce soit régulièrement mis à jour. Et pour ça, il vous faut des outils simples pour que vous ayez envie d'y aller régulièrement, pour que vous ayez envie de contribuer régulièrement avec du contenu. Donc ça, c'est ce qu'on propose avec Iggy. C'est une plateforme qui est hyper simple, pour laquelle, que vous soyez bon ou pas en informatique, si tout se passe bien, vous vous y retrouverez. Et vous pourrez comme ça commencer à créer votre image de marque sur Internet pour aller commencer à séduire des auteurs et à toucher des auteurs. Des lecteurs. La deuxième fonction de Iggy, c'est d'identifier ses lecteurs. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que identifier un lecteur, c'est très compliqué. Aller recruter des auteurs, c'est ce que Stéphanie expliquait, c'est très compliqué. Donc la plateforme, elle permet de recruter des auteurs, mais une fois qu'on les a recrutés, il faut pouvoir les fidéliser. Il y a des notions de marketing qui expliquent que ça coûte 6-7 fois moins de fidéliser un lecteur que de le recruter. Donc ça, c'est très très important. Une fois que vous avez recruté un lecteur, une fois que vous avez acquis un lecteur, il faut que vous puissiez, via votre site et via différents outils, comme des codes promotionnels, des services de presse, des notifications automatiques, dès que vous publiez un nouveau livre, qu'ils puissent être informés régulièrement. Et tout ça, il faut que ça se fasse le plus naturellement possible, le plus automatiquement possible, pour que vous puissiez vous concentrer, encore une fois, sur votre œuvre. Donc, Iggy permet de recruter des lecteurs. Quand je dis recruter, c'est récolter finalement les emails de vos lecteurs. Ça, c'est très très important. Aujourd'hui, dans l'édition traditionnelle, ou même dans l'édition en général, en fait, le lecteur, il est quasiment jamais en contact avec l'auteur. Celui qui va être en contact avec le lecteur, c'est le libraire, que ce soit un libraire physique ou alors un libraire numérique comme Amazon, Apple, Google, et j'en passe. Cette information que ces plateformes ou que ces libraires récoltent, elle redescend jamais au niveau du lecteur, de l'auteur, pardon. Elle redescend jamais au niveau de l'auteur, elle redescend jamais non plus au niveau de l'éditeur, quand on parle d'édition traditionnelle. Et ça, c'est un vrai problème. Dès lors que vous voulez fidéliser votre lectorat, si vous ne savez pas qui il est, ça devient compliqué. Donc des outils comme ça, qu'on vous met à disposition sur Iggy, qui vous permettent d'identifier vos lecteurs, je dirais que c'est la première étape vers la fidélisation de votre lectorat et l'agrandissement finalement de votre lectorat. Donc création de sites web pour auteurs, outils d'identification et de fidélisation. Troisième outil, évidemment, si vous avez envie de passer à l'édition numérique, sur Iggy, vous allez pouvoir très facilement fabriquer votre livre numérique. On a développé un outil
très performant que vous pourrez découvrir au Salon du Livre, puisque la plateforme sera officiellement ouverte au Salon du Livre. Et là, vous verrez que hyper facilement, encore une fois, sans connaissance technique, vous allez pouvoir fabriquer votre livre en quelques minutes via des simples copier-coller, un choix de couverture, un choix de mise en page, et avoir un fichier EPUB de qualité que vous pourrez ensuite distribuer sur n'importe quelle plateforme de livres numériques et qui sera compatible avec n'importe quel type de support de lecture, que ce soit des téléphones, des tablettes, des ordinateurs ou des liseuses. Le dernier aspect de cette plateforme, et pas des moindres, c'est la vente. Donc une fois que vous avez créé votre livre, vous allez pouvoir le promouvoir et le vendre. Et là, Iggy va vous proposer quelque chose d'assez inédit sur le marché. C'est un moyen de vente, c'est plusieurs moyens de vente. Le premier, c'est la vente directe. C'est-à-dire que grâce à Iggy, vous allez pouvoir vendre en direct à votre lecteur, donc sans intermédiaire. Iggy fournit uniquement des outils, mais c'est vous en direct avec votre lecteur, et vous allez toucher quasiment 100% du prix de vente. Je ne parle pas de 100% des revenus, mais vraiment 100% du prix de vente. Alors, il y a une petite commission qui va revenir à PayPal, qui est la solution de paiement utilisée sur le service, mais sinon tout le reste va vous revenir. Donc quand on compare aux 10% de droits d'auteur que vous pouvez avoir dans l'édition traditionnelle, là on parle de quasiment 100%. Donc vous imaginez qu'en ayant une stratégie de promotion beaucoup plus ciblée, peut-être que vous en toucherez moins, mais par contre vous toucherez 10 fois plus sur ces ventes-là. Donc ça peut être vraiment un levier très très intéressant. Après, c'est hyper intéressant d'être présent sur toutes les plateformes de distribution. On parlait de Amazon, Apple, Kobo, Google, ePagine, les plateformes des libraires. C'est important d'être présent sur toutes ces plateformes. Et Iggy va également vous permettre d'être diffusé sur l'ensemble de ces plateformes, très simplement, et de toucher 50% des revenus, donc en quelques clics. Voilà, pour terminer, c'est juste... je crois que là, avec l'idée avec Iggy, c'est que vous avez un endroit unique où vous allez pouvoir gérer tout ça, et puis vous allez pouvoir vous consacrer entièrement à votre écriture. Voilà, donc si vous avez envie d'aller tester, la plateforme sera ouverte en bêta-test à partir de vendredi, donc sur invitation. Il suffit de s'inscrire sur iggybook.com, et puis officiellement au Salon du Livre, donc là elle sera ouverte au public officiellement. Merci Nicolas. Alors, avant de clore ce débat et de passer à une petite séance de questions-réponses, parce que vous en avez peut-être, j'aurais voulu faire un petit tour de table. Hein. Est-ce qu'on répond à la question, là, la question de notre débat, à savoir l'auteur-entrepreneur est-il l'avenir du livre? Est-ce qu'en tous les cas, on s'y oriente? Laurent, par exemple? Alors oui, je pense que les deux systèmes vont continuer à perdurer pendant quelques temps, et puis je crois, moi je suis intimement convaincu que l'auteur-entrepreneur, alors pas forcément indépendant, mais l'auteur-entrepreneur, c'est-à-dire qui prend en charge sa visibilité auprès du lectorat, ce sera l'avenir du livre, mais peut-être plus par nécessité que par choix au départ. Je pense que tous les auteurs rêveraient d'avoir un éditeur qui fasse le travail à sa place, mais c'est pas la réalité. Donc, alors, il y a deux possibilités face à ça. On passe son temps à s'en désoler, et on espère un miracle, ou on se dit que peut-être en agissant soi-même et en étant actif soi-même, dans sa visibilité et dans la rencontre avec son lectorat, on arrivera à des meilleurs résultats. Et oui, moi je pense que l'auteur entrepreneur et entreprenant, de toute façon, sera l'avenir de la littérature. Ça me paraît, et de l'édition d'une manière générale, ça me paraît inévitable, même si pour l'instant c'est vulgaire, de penser qu'un auteur a besoin de... C'est au secours, mon Dieu, mais non, un auteur, comment ça, il a besoin d'argent pour vivre? Oui, moi j'aimerais bien vivre de l'écriture et de la vente de mes livres. Mais c'est pas le cas pour l'instant, et je sens que si je fais pas une grosse partie du boulot moi-même, il se passera rien. Donc moi je vais la faire, cette partie du travail. Et puis comme on me prête qu'aux riches, comme je disais au début, je suis sûr que ça portera ses fruits. Et que pour moi c'est pas ça, en tout cas, d'essayer pour un auteur de dire à ses lecteurs qu'il existe et de les rencontrer et d'essayer d'en avoir de plus en plus. Voilà. Jean-Baptiste? C'est vrai que pour les auteurs, c'est important d'avoir des outils pour essayer
d'être visible, et j'ai l'impression qu'Egibook proposera ça. Je pense que ça peut aussi intéresser des auteurs, bon, moi qui suis un auteur classique, je ne sais pas si je vais passer le cap, parce que comme je disais, je pense toujours que les auteurs, avant d'avoir un lectorat, ils ont besoin d'un éditeur pour les accompagner aussi sur le travail du texte, parce que ça reste, on parle quand même de livres et de littérature. Donc c'est quand même important d'avoir aussi le regard de quelqu'un sur ce qu'on a écrit, parce que sinon, après c'est peut-être une vision un peu archaïque du milieu. Là où par contre je pense qu'un outil comme Iggy peut aussi changer l'édition du futur, c'est qu'aujourd'hui un auteur publié dans une grande maison arrive avec un recueil de nouvelles, même donc un auteur, je ne parle pas de Marc Lévy, je parle d'un auteur qui vend 4000, on peut peut-être considérer on va considérer son recueil quand même. Bon, un auteur qui vend 2000, il arrive avec un recueil de nouvelles, il va être refusé. Et c'est pas parce que le recueil est pas bon ou pas, peut-être qu'il y a des très bonnes nouvelles, peut-être qu'après s'il est refusé parce qu'il est mauvais, bon, ouais, d'accord, c'est tout ça. Mais il y a plein de formats aujourd'hui qui sont refusés par les éditeurs par principe. Moi pendant des années j'ai présenté à des éditeurs un manuscrit qui était sous forme de fragments, c'était un premier roman d'un jeune homme qui s'appelle Thomas Vino. Pendant 5 ans je l'ai fait lire à tout le monde me disait c'est génial mais ça marchera jamais, c'est du fragment et tout. Et j'ai réussi à le faire publier chez Alma, qui était un jeune éditeur qui se montait, qui avait envie de faire quelque chose de nouveau. Ils ont lu ça, ils ont dit mais c'est génial, il faut le publier. Les libraires ont vachement soutenu. Et maintenant, Thomas Vino, il a vendu des livres, son livre a été traduit, son livre il est sorti en poche. Donc il est obtenu. Pendant 5 ans, j'ai eu ce manuscrit que j'ai fait lire à tout le monde et qu'on m'a refusé. Et je pense que maintenant, moi, si demain j'ai un recueil de nouvelles, est-ce que je vais aller voir Gallimard en disant faites mon recueil de nouvelles, et on va me dire bah oui, alors ils vont le faire pour me faire plaisir parce que soit ils veulent me garder ou soit je suis gentil, alors on ne va pas me le peiner, et donc on va me le tirer à 1500 exemplaires, on va faire le service minimum pour la presse, voilà. Ou est-ce que je vais dire, je vais tenter ma chance, je vais le mettre en numérique, parce que j'ai déjà quelques lecteurs, et puis si je le mets, alors si en plus on peut le mettre au prix et avoir 100% du prix, c'est plus intéressant effectivement. Donc je pense que ça va changer de toute façon, l'édition va changer, et que les éditeurs ne pourront pas non plus tout le temps faire que des coups, quoi. Et on voit bien que la littérature un peu dite blanche, ou les recueils de nouvelles, la poésie par exemple, c'est très dur aujourd'hui de publier un recueil de poèmes. Donc voilà, je pense que ça peut être des solutions. Okay. Stéphanie. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a des genres aujourd'hui qui sont systématiquement refusés par les éditeurs et qui fonctionnent assez bien en numérique. La plupart du temps, ce que les auteurs font, c'est qu'ils se professionnalisent, tout simplement. Ils décident d'abord de s'auto-éditer, ils testent leurs livres, ils construisent leur lectorat autour de leurs livres et de leur présence, et ils parviennent, dans le meilleur des cas, à se faire repérer par un éditeur, ou ils décident tout simplement de poursuivre l'aventure seule. Et ça arrive de plus en plus fréquemment, je pense sincèrement que ça va arriver de plus en plus fréquemment, et que oui, l'auteur-entrepreneur est quelque chose qui est de plus en plus désiré par les maisons d'édition, et un statut aussi désirable pour les auteurs eux-mêmes. Nicolas, pour le mot de la fin. Même si c'est toujours compliqué de se comparer à eux, mais et que la France a toujours un petit train de retard. Aux États-Unis, l'auteur-entrepreneur, c'est un concept qui fait ses preuves. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont pris le pli et pour qui ça marche. En France, on a souvent tendance à dire qu'on met du temps à démarrer, mais que quand on démarre, on va très très vite et très très fort. Donc voilà, moi j'y crois beaucoup, c'est pour ça qu'on a développé Egibook, et j'espère que ce sera un outil qui permettra aux auteurs en France, en Europe, d'atteindre le statut que les auteurs-entrepreneurs américains ont atteint aujourd'hui. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Tout ça vous inspire? Oui, on va peut-être faire passer un micro. Oui, sur Egibook, est-ce qu'il n'y a que des aides techniques ou il y a aussi un conseil pour le personnel brand ou comment ce genre de choses? Alors oui, sur Egibook, donc il y a tout cet aspect plateforme logicielle qui vous permet de faire plein de choses tout seul. Il y a aussi toute une partie de la plateforme qui s'appelle le Egibook Studio. Le Egibook Studio, c'est une équipe de professionnels de l'édition et du design
qui accompagne les auteurs qui ont besoin d'un accompagnement particulier sur certains points de leur travail d'auteur. Ça peut aller de la relecture d'un manuscrit par un éditeur professionnel qui va donner son avis, donner des conseils sur la structure, sur l'histoire, sur l'intrigue, etc. Tous les services de correction orthotypo, de correction grammaticale, des ateliers également des masterclass qui vont être organisés sur des thématiques comme écrire un bon polar, ce genre de choses. Tout un tas de services également sur la conception de couverture, pour de la couverture très personnalisée, ou de la bande-annonce. Vous savez qu'aujourd'hui, le média qui se partage le plus sur les réseaux sociaux, c'est la vidéo. Donc un bon moyen de promouvoir son livre, ça peut être de faire comme si c'était un film, mais de faire une petite vidéo de présentation. Et cette vidéo, pour qu'elle ait un impact positif, qu'elle vous permette de vendre des livres et de toucher des nouveaux lecteurs, il faut qu'elle soit bien réalisée. Donc on ne s'improvise pas réalisateur de vidéos avec les moyens du bord. C'est très important de se faire accompagner pour que ce soit utile et efficace. Donc voilà, vous pourrez découvrir sur la plateforme tout un tas de services comme ça à la carte, et voilà, qui sont faits par des vraies personnes qui accompagnent les auteurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Bonsoir. Vous n'avez pas trop parlé de la possibilité, par exemple, pour un auteur de se vendre à l'étranger. Parce qu'un département important dans une maison d'édition traditionnelle, c'est aussi le département des sessions de droit, qui vendent pour les formats poche, pour les formats club, qui vendent beaucoup à l'étranger. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une limite pour l'auteur entrepreneur dans cette possibilité-là? Alors en fait, si vous voulez, la seule possibilité pour un auteur d'être vendu à l'étranger, alors lorsqu'il est dans une maison d'édition dite traditionnelle, c'est que son éditeur effectivement arrive à vendre les droits dans un pays étranger, ça suppose que le livre ait déjà eu au moins un succès assez relatif en France, voire certain. Et bon là, il revend ses droits et c'est l'éditeur étranger qui, lorsqu'il rachète les droits, paye les frais de traduction. C'est très très cher de traduire un livre. Un traducteur chevronné en fonction de la taille du manuscrit, mais voilà, une traduction c'est 15 000 €, quoi. Donc bon, c'est un certain investissement et vous comprenez bien que si vous avez vendu 500-600 exemplaires de votre roman, votre éditeur, même si c'est un très grand éditeur, qui a les moyens, je veux dire, ne va pas forcément les mettre sur ce livre-là. Bon, quand vous êtes... C'est pas l'éditeur qui paye les droits de traduction, c'est l'éditeur qui achète qui paye les droits de traduction. Donc l'éditeur... Donc votre éditeur français, pardon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, ne va pas forcément proposer votre roman à vous, votre livre à vous, s'il a eu des ventes plutôt standards en France, parce que il sait que l'éditeur étranger, enfin que les éditeurs étrangers ne seront pas forcément intéressés par ce livre-là. Il peut le faire, mais enfin avec des chances de succès qui seront très très faibles. Quand vous êtes auteur indépendant et que vous voulez être lu à l'étranger, la traduction, si vous connaissez personne à l'étranger, c'est à vous de vous la payer vous-même. Et là, pour le coup, c'est très compliqué, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, ça représente vraiment là, un très très gros investissement. Alors après, il y a des astuces. Vous pouvez, pourquoi pas, passer par un agent. Il y a peut-être des... J'en connais pas encore, mais il y a peut-être des agents qui sont intéressés par des auteurs indépendants. Mais la question de la traduction se posera quand même. Il y a des services peut-être de traduction qui peuvent vous proposer des tarifs préférentiels ou autres, mais enfin, dans tous les cas de figure, si vous êtes indépendant, les frais de traduction seront en presque totalité à votre charge. Et pour une chance d'être lu de toute manière par un éditeur étranger quasi nulle, si vous n'avez pas les contacts auprès de cet éditeur, clairement, si vous voulez être lu aux États-Unis, en Angleterre, en Espagne, en Italie, si vous n'avez pas des contacts sur place, et si vous ne savez pas déjà à qui envoyer votre manuscrit traduit, là je dirais que les chances sont quasi nulles. Alors, je complète. Oui. Je voulais juste compléter aussi, c'est que ces chances sont quasi nulles pour l'auteur auto-entrepreneur, mais c'est aussi pour des auteurs publiés. Enfin, moi j'ai publié dans une grande maison. Mes livres, donc il y a des grandes foires, par exemple à Francfort, où on propose les livres des auteurs publiés. Je crois que jamais aucun de mes livres n'a été présenté lors de cette foire.
Et j'ai eu une traduction de mon premier roman en Albanie pour 50 exemplaires. Je suis assez fier. J'ai touché 25 €. Bravo. Mais juste pour le faire, c'est bien. Non, mais je veux dire, c'est que c'est vrai que. Ça, c'est le prestige de Gallimard. C'est ça. Non, mais c'est-à-dire que c'est. Alors après, oui, il y a quand même aussi le poche, mais même le poche, vous évoquez il y a les droits poche. Il y a plein d'auteurs. Maintenant, le droit poche, si on n'a pas atteint 5000 exemplaires, on n'est pas en poche. Moi, j'ai fait 5 romans et j'ai aucun roman qui existe en poche. Donc, c'est très difficile aussi, dans l'édition dite traditionnelle, d'avoir aussi accès à ces services. Après, c'est vrai, si un éditeur scandinave tout d'un coup tombe sur mon nom pendant ses vacances en Provence et il dit mais ce bouquin est génial, c'est lui plus facile d'appeler Gallimard et dire je voudrais acheter les droits de jeune auteur qu'un auteur autopublié qui va trouver sur internet, qui va se dire voilà, c'est vrai, mais c'est très rare. Hein. Alors je complète pas tant au niveau de la traduction, parce qu'effectivement la traduction, 15 000 € c'est gentil, enfin, je pense qu'on peut atteindre des summums au niveau des prix de traduction, mais quand vous êtes auteur indépendant, que vous publiez par exemple sur Amazon, sur iBooks, sur Kobo, vous avez la possibilité, sans traduire votre livre, de proposer votre livre à l'extérieur de nos frontières. Donc ça, déjà, vous pouvez toucher un public francophone à l'extérieur de la France, ce qui n'est pas négligeable, parce qu'avec un livre papier, c'est quasiment infaisable. Donc ça, c'est une petite compensation, on va dire, au-delà de la traduction. Et après, pour reprendre l'idée des outils, c'est effectivement compliqué, parce qu'alors là, créer une communauté d'auteurs, faire connaître votre bouquin, il faut parler anglais, il faut parler allemand, il faut parler espagnol, etc., etc. C'est encore autre chose. Mais en tous les cas, votre livre, dans l'absolu, en français, peut être lu et acheté dans je ne sais combien de pays monde. Enfin, je suppose que toi, tu es en worldwide. Voilà. Alors, c'est vraiment lu par la communauté d'expatriés. Hein. Voilà, c'est des expats. Alors, par chance, dans ces expats, il y a un agent, un éditeur voilà. génial qui lit français, un mec de chez Penguin, par exemple, qui tomberait sur des corps terrestres et qui se dirait waouh. Bon, mais là, c'est le coup de bol qui m'est pas encore arrivé depuis 2012, mais enfin, pourquoi pas, hein, ça veut pas dire que, voilà, ça peut se faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vas-y, le micro. Bonsoir, on entend. Vous parlez des 6000, là, moi j'ai pas bien compris, puisque j'ai entendu comme nom Marc Lévy et Catherine Pancol, mais des gens sur le net, à partir de ces chiffres-là, qui ne seraient pas passés par l'édition traditionnelle, il y a des noms? Oui. Parce que moi j'en connais pas. Alice Kin, actuellement, qui cartonne, qui vient de se faire publier chez un éditeur traditionnel, mais qui a démarré comme ça. Oui, c'est ceux qui sont récupérés après, mais c'est ce qui commence. Non, ils ont vendu avant plus de 6000 avant d'être récupérés par un éditeur. C'est ce que je voulais, mais comment ça s'écrit? C'est QUI2N, je crois. On a Agnès Martin-Legrand, qui avait vendu Jacques Vendroux, David Forest, en France, hein, seulement. Laurent Bettoni. On en oui, a. mais vous voulez dire qu'on les connaît, on les connaît maintenant parce qu'ils ont été édités. Non, pas du tout, pas forcément. Ils sont que sur le net. Ils ont été sur le net, il fut un temps. Ils ont vendu plus de 1500 exemplaires, ou même plus de 5000 pour les trois quarts, enfin pour les noms que je vous ai cités. Bon, alors certains ont négocié maintenant avec des éditeurs traditionnels, et c'est une autre aventure qui commence. Et ils ont des papiers dans la presse traditionnelle. Voilà, je vois par exemple Alice Kin, elle est dans Femme Actuelle, et il y a un article comme ça dans Femme Actuelle, alors qu'avant c'était pas possible. Mais n'empêche que ces premiers 6000 exemplaires, elle les a vendus seule. D'accord. Voilà. Je vais juste dire quelque chose, je ne suis pas pro-numérique du tout, comme vous l'avez compris. Mais il y a un autre avantage que je vois dans le numérique, et tu me diras si je me trompe, c'est que moi, en sortant un livre papier chez Gallimard, si le livre ne marche pas, 3 semaines après, il n'est plus sur la table du libraire et il n'existe plus. Et mon livre, moi je reçois plus quand je sors un livre de messages qui me disent, de gens qui me disent je suis allé dans telle librairie, j'ai pas trouvé ton livre, que de gens qui me disent j'ai trouvé ton livre, il est en pile, il y en a 10, c'est génial quoi. Et j'ai l'impression qu'en numérique, vous n'avez pas ce problème, qu'en fait il est tout le temps disponible. Il est en rayonnage à vie. Donc, il est sur demain je plusieurs passe en étagères. numérique. Et il est sur plusieurs étagères. Et pour peu qu'il soit bien classé,
c'est-à-dire qu'il soit dans le top 100, mettons, des ventes, eh bien, il est omniprésent dans les newsletters que les libraires en ligne envoient à leurs lecteurs, et donc il remonte dans le classement, et là, vous êtes dans un cercle vertueux, c'est-à-dire que plus vous êtes visible, plus les lecteurs téléchargent ou achètent votre livre papier, puisque sur ces plateformes-là, maintenant, il y a du papier aussi systématiquement, et plus finalement, vous êtes visible. Alors, on voit tout de suite, là je ne vais pas me faire des copains, mais on voit tout de suite l'horreur de ce système poussé à son extrême. C'est que, et déjà j'entendais dire tout à l'heure que certains éditeurs viennent faire leur marché maintenant sur des plateformes comme iTunes, Kobo, Amazon. De nouveau, et ça c'est ce que tu disais tout à l'heure, on est dans la politique du coût, du one-shot, du cash à court terme. Et pour un auteur, c'est juste une horreur, c'est ce qui a tué, c'est ce qui contribue à tuer à petit feu la littérature française, l'édition française. C'est qu'on ne pense plus à long terme. Je ne connais plus d'éditeurs, il y en a probablement, je ne connais plus d'éditeurs dits traditionnels qui va prendre le risque maintenant de miser sur un auteur, mais de lui laisser le temps de s'installer sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, c'est plus possible. Et les éditeurs qui viennent maintenant faire leur marché, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, moi ça commence à me filer des boutons ce truc-là, en fait, c'est pour ça que j'en parle en des termes aussi peu soft. Les éditeurs qui viennent faire leur marché, parce qu'ils n'ont pas fait leur boulot en amont, sur Amazon, sur iTunes, sur Kobo, qui viennent faire leur marché d'auteurs qui sont bankable, ça va de toute façon à nouveau nous conduire dans le mur, parce que c'est pas comme ça qu'on fait de l'édition, ni de la littérature. Alors je ne dis pas que les gros succès d'autopublication sont mauvais, je dis qu'il y en a forcément des mauvais parmi eux, je ne les ai pas tous lus, donc je peux me permettre de le dire, et je ne donnerai aucun nom. Comme dans l'édition traditionnelle, et c'est pas en venant chercher les plus gros vendeurs sur ces plateformes qu'on va sauver la littérature ou l'édition. Donc ça, c'est le risque qu'il faut, à mon avis, éviter, parce que sinon l'auto-édition va refaire les mêmes conneries que l'édition dite traditionnelle, et dans 5 ans, on en sera au même stade, et on aura planté les deux systèmes. On va prendre une dernière question. Oui, Monsieur. Bonsoir, c'est une question pour Iggy Book. Comment vous appelez votre... Je sais pas si ça... Oui, Comment vous appelez votre métier? Combien ça coûte à l'auteur? Et puis, ce métier, pensez-vous qu'il peut être exercé par un agent indépendant qui serait un nouveau profil de l'agent littéraire? Alors, nous, notre métier, c'est... Iggy Book, c'est pas un métier en soi, c'est une plateforme. C'est un outil. C'est un outil donc, qui est disponible. Donc, pour vous répondre sur le prix, c'est un outil qui est en grande partie gratuit. Vous pouvez vous inscrire gratuitement, fabriquer votre site d'auteur gratuitement et commencer à présenter vos livres à vos lecteurs gratuitement. On est sur un modèle freemium, donc dans freemium il y a aussi premium, donc il y a toute cette partie gratuite que je vous ai décrite, et la partie payante vous permet d'accéder à l'outil de fabrication de livres, vous permet d'accéder aux outils de vente. Alors j'ai vu un live tweet là qui est passé qui disait qu'on reversait 50%, non, sur la vente directe on reverse, enfin c'est pas qu'on reverse, c'est que l'auteur qui vend en direct touche quasiment 100% du prix de vente, hein, c'est pas 50%. Donc pour accéder à ces outils de vente et la distribution sur l'ensemble des plateformes de distribution, c'est un abonnement qui va coûter à l'auteur 10 € par mois s'il s'engage annuellement ou 15 € par mois s'il ne s'engage pas. Donc il peut résilier à tout moment, c'est un engagement mensuel uniquement. Voilà. Je pense que cette plateforme, elle peut être très utile aux agents. Je pense que c'est une plateforme qui peut être très utile aux attachés de presse. Parce que dans tous ces métiers, on a besoin d'outils pour les auteurs, pour présenter des livres, pour séduire le lecteur. Et donc cette plateforme, quand on dit les auteurs d'abord, bah oui, dans tous les cas, l'objectif c'est de servir l'auteur. Il faut que ça lui soit utile et que ça lui soit bénéfique. Mais il y a tout un tas de personnes dans la profession, dans ce marché, qui peuvent l'utiliser, à commencer par les éditeurs, qui ont besoin d'outils à proposer à leurs auteurs, à qui ils demandent d'être très actifs en promotion. Mais pour qu'ils soient actifs, encore faut-il qu'ils soient outillés. Donc là, les éditeurs vont pouvoir proposer ce type d'outils à leurs auteurs pour qu'ils fassent leur promotion. Les agents, évidemment, pour présenter un livre à un producteur de cinéma, pour présenter un livre à
du push, etc. Il faut de la même manière être outillé. Donc là, c'est des outils plus modernes que les outils qu'ils avaient jusqu'à présent, et des outils qui vont leur permettre d'avoir un suivi, d'être plus efficace également. On va arrêter, peut-être qu'après on pourra échanger, on va clore la discussion. J'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris plein de choses. Et puis merci à tous d'être venus si nombreux. À bientôt. Au revoir. Merci.